Dans l'actualité du 13h15, la conférence de Dubaï des investisseurs en Afrique vient de s'ouvrir ce matin. Blaise Compaoré est arrivé dans cette place forte du commerce des Émirats Arabes Unis. Et cette rencontre, qu'est-ce qu'elle va rapporter au Burkina Faso? Élément de réponse dans ce journal. Et puis, aggravation de l'épidémie d'Ebola au Libéria. L'OMS s'attend à une aggravation conséquente de la situation dans les 3 prochaines semaines. Déjà, le pays est le plus touché dans la sous-région. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Investir en Afrique, l'UEMOA tente de convaincre à Dubaï, le Moyen-Orient, de s'intéresser aux projets d'investissement prioritaires en Afrique de l'Ouest. La conférence de Dubaï vient de s'ouvrir ce matin et les 8 chefs d'État de l'Union sont présents. Blaise Compaoré est arrivé dans cette place forte du commerce des Émirats Arabes Unis hier. Enjeu de cette rencontre pour le Burkina dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Adjima David Chambiano et Mathias Drabo. Dubaï, une plaque tournante de la finance internationale. L'Afrique de l'Ouest a rendez-vous ici avec les investisseurs internationaux pour les intéresser au projet de son vaste programme économique régional. Il nécessite pour sa mise en œuvre la mobilisation de 10 759 milliards de francs CFA. Pour soutenir fermement cette opération de charme, les chefs d'État de l'UEMOA sont présents à Dubaï. De nombreux projets structurants et intégrateurs touchent le Burkina Faso, entre autres la réhabilitation et l'extension du chemin de fer, le projet autoroutier Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, frontière Côte d'Ivoire. La partie qui concerne le Burkina fait 600 km et il s'agit donc de mobiliser 1200 milliards de francs CFA pour donc accompagner la mise en œuvre de ce projet, notamment sur la section du Burkina Faso. Il s'agit également de travailler à apporter des réponses, bien entendu, à la suite du projet en territoire ivoirien, et la partie ivoirienne également est là. Je pense que les dossiers seront posés sur la table et les investisseurs verront dans quelle mesure ils pourront accompagner nos 2 pays. Il s'agit également de certaines interconnexions, des routes transnationales, comme nous les appelons, qui sont des routes communautaires, notamment le tronçon Bobo-Dioulasso, Banfora, frontière du Mali, avec sa partie qui va en territoire ivoirien. Les opérateurs économiques sont également présents à Dubaï avec une dizaine de projets à proposer aux investisseurs. Ils concernent pour la plupart la mise en place ou le développement d'unités agro-industrielles, des projets sensibles qui pourraient générer des plus-values à une économie agricole des plus florissantes en Afrique de l'Ouest. Nous sommes venus à Dubaï pour les projets privés. Nous sommes là au nom de la Chambre de commerce, qui a pas mal de projets aussi, notamment le grand projet de la gare routière internationale de Ouagadougou, c'est-à-dire le port sec de Ouagadougou, et donc qui va coûter environ 35 milliards de francs CFA. Et nous avons notre siège aussi, le siège de la Chambre de commerce, et donc là nous sommes en partenariat avec la Turquie. Et donc, Une journée donc pour convaincre les bailleurs de fonds réunis à Dubaï qui ne cherchent que de bonnes affaires pour placer leur financement. Au ministère des enseignements secondaires et supérieurs, les cadres supérieurs se concertent pour la 6e conférence annuelle de l'enseignement secondaire. Ces cadres sont appelés à tirer le leçon du transfert du poste primaire et la maternelle au ministère de l'Éducation nationale. Il s'agira de proposer un recadrage dans les lycées, évaluer les moyens et revisiter les curricula. Jacques Tarpaga. La 6e conférence annuelle de l'enseignement secondaire se tient cette année dans le contexte du continuum éducatif. L'enseignement de la 6e à la 3e passe entre les mains de l'éducation nationale. Cela implique un réaménagement de tout le système secondaire et c'est ce à quoi s'attellent ces cadres de l'enseignement secondaire et leurs partenaires. Avant, mon ministère construisait des CG et une fois que les CG étaient arrivés en 3e et que les classes avaient été doublées,
Donc nous envisageons la possibilité de transformer un CEG en lycée. Alors maintenant, on ne construira plus des CEG, il faut qu'on construise des lycées. Donc la conférence est appelée à réfléchir sur le mécanisme. Il y a aussi que même la lecture des curricula, parce qu'avec le transfert et la notion du continuum, il va de soi qu'au niveau du MENA, il va y avoir une relecture harmonieuse effectivement du curricula. Alors au sorti du post-primaire, il est important que le ministère des Enseignements enclenche aussi effectivement le pas dans le sens de la réadaptation donc des curricula et que par la suite d'ailleurs l'enseignement supérieur qui reçoit les bacheliers soit aussi dans la même logique. Tous les départements concernés par cette nouvelle structuration du système éducatif entendent travailler en synergie pour ne pas créer de rupture entre les cycles d'enseignement. Le transfert du premier cycle du secondaire et de la maternelle au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation suscite des inquiétudes chez les enseignants notamment. La ministre Kumbaboli Bari se veut rassurante. Que ce soit du ministère des enseignements secondaires ou supérieurs ou du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ou du ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale, parce qu'il y a aussi le préscolaire, aucun ne sera lésé au niveau de sa carrière. Et je pense que la fonction publique a pris bonne note, le ministère de l'économie et des finances aussi a pris bonne note, et bien sûr les autres ministères techniques concernés sont dans cette dynamique-là. La question des ressources financières, des infrastructures et de la formation des agents est également débattue. Ces cadres ont 3 jours pour proposer des solutions afin d'assurer une cohérence dans le système éducatif national. Le comité de suivi des réalisations du MCA au Burkina évalue à Koudougou les projets déjà réalisés. Presque la totalité des projets sont achevés au grand bonheur des populations. Isaïe Parkouda. Ceci est le tableau de bord synthétique de la lettre de mission, confiée au coordonnateur national du Millennium Challenge et Compte lors de la dernière année fiscale du Compact depuis le 1er octobre 2013. Le Compact ayant pris fin le 31 juillet dernier, son comité d'orientation et de suivi fait maintenant le bilan de l'ensemble des réalisations intervenues grâce au MCC. De ces projections, il ressort que le bilan global d'exécution des grands chantiers est satisfaisant à tous les niveaux. Que ce soit volet désenclavement, développement de l'agriculture et sécurisation foncière, les objectifs initiaux sont à présent comblés. Un des membres du COS a intervenu du reste et a dit que quand on fait un premier vaccin et que le vaccin marche et qu'il réussit, pour que le vaccin soit d'une manière pérenne dans le corps de l'individu, il faut un deuxième vaccin de rappel. Et ce deuxième vaccin de rappel, nous l'avons demandé. Et je pense que les Américains nous ont entendus. Sur un budget chiffré à plus de 480 millions de dollars, les décaissements à la date du 7 septembre s'élèvent à plus de 443 millions de dollars et les engagements à près de 474 millions de dollars. Ce budget est financé par le peuple américain pour soutenir le développement du Burkina Faso. Et à l'heure du bilan, ce sont les remerciements qui dominent. Quand on réalise 89,48%, on ne peut qu'être satisfait parce que d'abord, du point de vue même des projets du MCA, de façon globale, tous les projets que le MCC réalise dans tous les pays, aucun pays n'a réalisé un taux de ce genre, donc selon le MCC lui-même. Et on ne peut qu'être fier. Il est convenu entre les deux parties que les travaux non achevés dans les délais du Compact seront désormais confiés à l'Agence de partenariat pour le développement. Cette structure devra travailler à consolider les acquis du Compact dans un contexte de durabilité des investissements. Mais l'espoir du peuple burkinabé est de voir jaillir des négociations un nouveau Compact peut être encore plus impactant que celui-ci. Les Patriotes unis pour le changement PUC, un nouveau parti politique au Burkina. Les responsables du parti étaient face à la presse ce matin pour présenter le parti et ses idéaux. Le PUC est favorable à l'organisation d'un référendum au Burkina pour modifier l'article 37 de la Constitution et il se déclare de l'opposition. Éléonore Yerbanga. Parti politique créé en décembre 2014, les Patriotes unis pour le changement PUC dévoilent aujourd'hui ses objectifs et sa position sur la situation nationale actuelle.
Déclaré officiellement parti de l'opposition, le PUC, par cette rencontre avec les hommes de médias, appelle le président du Faso à convoquer, je cite, le corps électoral pour un référendum. C'est légal, hein, ça se trouve dans la Constitution. Il est bien dit que lorsqu'il y a une question qui divise la population, le président se trouve dans son plein droit d'appeler le peuple pour que le peuple puisse donner sa position. Convaincu que seule l'unité des filles et fils du Burkina Faso peut relever le défi du développement, le président du parti appelle la jeunesse à plus de vigilance. Notre vrai message, c'est surtout l'appel. L'appel à la retenue. Appeler la jeunesse en tout cas à mener des luttes objectives, rentrant vraiment dans le cadre de leur avenir. Car au niveau du PUC, nous ne croyons pas que c'est dans la rue que se trouve notre avenir. Il va falloir effectivement que cette jeunesse puisse prendre conscience et puis ne pas se faire surtout manipuler par les hommes politiques pour des fins personnelles. Les Patriotes Unis pour le Changement est, selon son premier responsable, le parti créé par les jeunes et dirigé par eux pour faire valoir leurs ambitions en défendant les libertés individuelles et collectives, la promotion d'une bonne gouvernance et en raffermissant les liens de coopération avec les autres peuples. Des administrateurs de sociétés à capitaux publics au Burkina sont réunis à Bobo-Dioulasso où ils reçoivent une formation sur les actes uniformes. C'est surtout les implications juridiques et comptables de ces actes qui sont mises en avant au cours de cette session. On fait le point avec Karim Sissé. C'est devenu une coutume et ce depuis 15 ans, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat organise chaque année des formations au profit des administrateurs des sociétés à capitaux publics et des groupements d'intérêt économique. Cette année encore, ils se sont retrouvés à Bobo-Dioulasso pour la traditionnelle rencontre. Il s'agira de partager avec les participants les changements intervenus et les dispositions à prendre avec la révision de l'acte uniforme. C'était intéressant pour nous de montrer les différentes parties, les différentes dispositions qui ont été prises et qui vont véritablement impacter la gestion de nos sociétés d'État. Comme vous le savez, la gestion d'une entreprise, il y a toujours des risques. Donc il faut savoir d'abord identifier ces risques et prendre les dispositions pour les éviter. Les innovations dues à la révision de l'acte uniforme, le nouveau cadre juridique des sociétés à capitaux publics, les erreurs à éviter sont entre autres les modules autour desquels les échanges vont se tenir. La plupart de tous les actes de gestion doivent impérativement être visés par un commissaire aux comptes pour s'assurer de leur conformité vis-à-vis à la réglementation, ce qui n'était pas le cas avant. Au sortir de ces 72 heures d'échange, les dirigeants et responsables des sociétés à capitaux publics doivent être mieux outillés sur les enjeux de la révision de l'acte uniforme, toute chose qui leur permettrait d'agir efficacement dans la gestion des sociétés dont ils ont la charge. La patate douce peut lutter contre la faim dans le monde. C'est la conviction de l'ONG Helen Keller International qui organise à Ouagadougou un atelier sur le tubercule. Pour HKI, la patate douce est riche en vitamine A et l'ONG compte mobiliser ses partenaires pour un plaidoyer. Yolande Lompo. Elle fait l'objet de toutes les attentions à cette rencontre. Facile à cultiver et résistante à la sécheresse, la patate douce à chair orange PDCO est très riche en amidon et permet de lutter contre la carence en vitamine A. Depuis plus d'une décennie, Helen Keller International, en collaboration avec d'autres partenaires, s'investit dans la production de cette tubercule pour lutter contre la malnutrition. Grâce à son indice glycémique plus faible, la PDCO est souvent recommandée aux diabétiques. Elle aurait d'autres vertus de par ses feuilles et pourrait contribuer à des objectifs plus généraux de développement en renforçant l'autonomisation économique des femmes. Réunis à cette table, l'ensemble des acteurs de la chaîne se donnent la main afin d'assurer un avenir meilleur à cette 7e culture vivrière au Burkina Faso. Couscous de patates, farine pour enfants, biscuits et autres produits issus de sa transformation sont la preuve qu'elle a de beaux jours devant elle et pourrait remplacer le blé dans la fabrication du pain pour peu que les partenaires financiers s'y investissent.
L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, à travers son ministère de tutelle, a procédé hier à une remise de dons aux pensionnaires du centre d'Elwendé de Tanguin, dans la capitale burkinabé. Les enfants de l'orphelinat de Lumbila n'ont pas aussi été oubliés dans le geste de l'agence. Un don de vivres et de savon qui va certainement ravir Abdulrahman Zongo. D'un côté, les 261 pensionnaires du centre d'Elwendé de Tanguin, créé en 1966, et de l'autre côté, les 31 tout petits pensionnaires de l'orphelinat de Lumbila érigé en 2000, ont tous eu droit à un geste de solidarité et de réconfort. Au-delà du don matériel, l'esprit qui le sous-tend est davantage salué de part et d'autre à travers verbes et musique. Nous avons reçu des vivres, du riz précisément. Nous avons reçu les savons liquides et les savons en boule. Alors ça va nous aider pour les repas de chaque jour, mais aussi pour la propriété de la maison et des personnes. Mais surtout, ce qui compte, c'est l'idée qui est derrière tout ça. Que quelqu'un a pensé à nos mamans de venir rendre visite. C'est la chaleur humaine que nous avons besoin. Nous sommes très reconnaissantes aussi envers les donateurs qui pensent à nous soutenir dans cette œuvre. Ce n'est pas une œuvre dédiée à une seule personne, mais nous nous sentons encouragés par leur présence et par leurs dons qui va venir nous aider pour une meilleure prise en charge de ces enfants. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et le ministre de tutelle s'expriment. Nous avons pris part aux mesures sociales du gouvernement où nos jeunes engagés dans les travaux à IMO ont eu à faire des productions. C'est ces produits-là que, par exemple, nous prenons pour venir, par exemple, soutenir non seulement les vieilles de Tanguin, mais surtout nos enfants qui sont ici à l'orphelinat. Alors donc c'est un peu cette solidarité gouvernementale que nous avons voulu traduire à l'adresse de ces personnes vulnérables. Les bénéficiaires ont aussi plaidé afin que leurs conditions de vie soient de plus en plus améliorées, notamment les femmes attendent de la société plus de regards équilibrés à leur égard, afin qu'elles quittent définitivement ce refuge tôt ou tard. Du sport pour refermer cette édition, les étalons sont arrivés dimanche à Luanda. Hier lundi, ils ont repris le chemin des pelouses afin de se mettre dans la dynamique de la deuxième journée face au Palancas Negras. Lassina Sawadgo, sur place à Luanda. Les premières foulées ici, dans un stade jouxtant le stade du 11 novembre où aura lieu donc la rencontre face à l'Angola. Et au programme de ce premier jour d'entraînement, exercice assez léger donc pour les joueurs qui ont participé au match comme titulaires. Et puis un exercice un peu plus poussé pour les remplaçants qui sont au contact avec Paul Put. Vous le savez, ici en Angola, l'Angola qui joue son deuxième match et qui a perdu sa première rencontre face aux Panthères du Gabon, battu 1-0. Et la question que toute la presse angolaise se pose, c'est véritablement de se remettre en selle. Et se remettre en selle, c'est déjà de faire un résultat face au Burkina, sous peine peut-être de dire au revoir à la CAN 2015. Le Burkina Faso qui a déjà 3 points, qui est premier de ce groupe C, voudrait encore montrer et sortir ses griffes. Le titre de vice-champion d'Afrique n'a pas été usurpé et cela passe par un résultat ici. Les garçons sont conscients de cela. Mais pour le moment, c'est la récupération qui est le maître mot. Le seul absent qui manque à ce groupe-là, c'est bien Bertrand Isidore Traoré, victime d'une élongation lors du match face aux Lesotho et qui a déjà regagné son club Vitesse Arnhem à Hollande pour subir des soins. Il faut essayer de rester bien concentré sur le match. Quand on va approcher le mercredi, on doit essayer d'oublier tout ce qu'ils ont fait avec nous. L'Afrique, c'est souvent comme ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Nous avons un seul objectif, se concentrer sur le match face au Palancas Negras ce mercredi. Et après, on pourra faire le compte. Merci à vous, Lassina. On reste accroché aux informations que vous nous enverrez de Luanda. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.